Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise avec Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Trois sujets soumis au débat du jour, le départ de Jean-Michel Aulas, les prostituées de Gerland et le plan de Laurent Wauquiez pour la France. C'était l'un des derniers monuments de son époque. Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'Olympique lyonnais après 36 années passées à faire du bon, du très bon et du plus mauvais. Alors on ne va pas parler football, mais plutôt du fin politique qu'il était. On se souvient de sa proximité avec Gérard Collomb, Michel Mercier, avec Nicolas Sarkozy, de ses tractations à Lyon et au niveau national pour obtenir le meilleur pour son club. C'est véritablement la fin d'une ère avec les retraits d'Aulas, de Collomb, de Mercier, 3 barons qui sont partis sans les honneurs. Alors que retenir de cette époque? Raphaël, pour commencer. C'est amusant que vous présentez comme politique. C'est vrai qu'on a beaucoup fantasmé sur les ambitions politiques de Jean-Michel Aulas, qui a longtemps paru pouvoir même être un candidat quand la droite en cherchait un. Mais en réalité, il a toujours été l'ardent défenseur de son business, de son club. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher dans cette mission-là. Il a, lui, très bien négocié avec les collectivités publiques dans son intérêt. Après, on pourrait discuter du grand stade, savoir si ça a été une bonne chose pour l'OL. On note que quand même, c'était une stratégie qui devait amener son club à gagner une Coupe d'Europe, et ça a eu un peu le résultat inverse. C'est-à-dire qu'il a fallu vendre les meilleurs joueurs et que l'OL n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait avant d'aller au grand stade. Mais en tout cas, en tant qu'homme d'affaires, il a très bien négocié avec les deux. Damien ? On évoquait les 3 noms, Mercier, Collomb et Aulas. Ce sont 3 parcours parallèles, mais complètement différents. Moi, ce que je retiens de Mercier, ce sont les casseroles, et puis un centrisme d'opportunité, c'est-à-dire qu'on n'a jamais su où il habitait politiquement parlant. De Gérard Collomb, une gauche dogmatique qui devient pragmatique au contact de la gestion d'une collectivité, et qui finalement était un constructeur, même si ce qu'il a fait n'a pas été suffisamment vert, selon moi. Je pense qu'il a beaucoup bétonné la ville, et ça a été son principal défaut. Et de Jean-Michel Aulas, effectivement, qu'en fait, c'est un chef d'entreprise qui a toujours eu un opportunisme politique qui lui a permis d'avancer. Effectivement, on a beaucoup misé pendant des années sur lui en pensant qu'il deviendrait potentiellement maire de Lyon, voire président de la métropole. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement fin, extrêmement doué, qui a réussi à travailler avec tous les politiques, effectivement. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne. Elle ne se tourne pas vraiment, parce que sa sortie, on voudrait nous faire croire que ça s'est déclenché il y a 3 jours au pied levé. Il part quand même avec un chèque, je crois, de 10 millions d'euros, plus 12 millions d'euros d'intérêt. 24, pardon. C'est 10 millions pour la résiliation, et on va lui racheter ses parts pour 24 millions. Voilà, avec ça, il va quand même avoir encore une loge en permanence, une voiture de fonction, des indemnités en tant que président d'honneur. On ne peut pas dire qu'il était poussé vers la sortie. Je pense que c'était négocié même au moment du rachat. Donc, il ne sort pas par le bas, en fait, Aulas. Gérard Collomb n'est pas sorti par le bas non plus. On aura oublié ses phrases éventuellement au gouvernement. Michel Mercier, oui, c'est vraiment une sortie par le bas avec des casseroles, avec qu'est-ce qu'il va laisser dans l'histoire de Lyon, finalement. Il va laisser dans l'histoire de Lyon une candidature à une élection à laquelle qu'il n'a pas mené jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. En plus, il a perdu avec brio. Et il nous aura laissé une sacrée dette avec un musée dont il nous a refilé la patate chaude à la métropole. Donc finalement, j'ai du mal à garder du positif de Michel Mercier. Oui. On peut garder du positif des 2 autres, Michel Mercier, j'ai du mal. Paradoxalement, je pense que si on se projette à plus long terme, c'est Michel Mercier qui laissera la meilleure trace avec son musée des Confluences, qui est une catastrophe dans sa construction, son financement, etc., mais qui est aussi une vraie réussite en tant que musée. Les Lyonnais se l'ont approprié. Alors que Gérard Collomb, finalement, si on retient la Confluence, on n'est pas sûr que ce soit le quartier qui vieillisse le mieux à plus long terme. Je pense qu'on retiendra plus les Berges, c'est la partie finalement la plus verte de son mandat. Et Jean-Michel Aulas, par contre, lui, il restera, non pas à mon avis, pas pour le grand stade, mais évidemment pour les 7 titres de champion de France. Je crois quand même que Gérard Collomb, il a marqué l'histoire lyonnaise avec ses qualités, ses défauts, mais effectivement, il y a les aménagements des Vapors, mais il y a quand même effectivement la Confluence, qui selon moi est un raté, mais qui marquera quand même son temps. Il y a quand même l'aménagement de la Part-Dieu aussi, qui selon moi est aussi un raté. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Non, mais il n'y a rien alors. Non, il a eu le mérite de faire des choses, et surtout, je pense, de faire briller Lyon à l'international. Et on voit aujourd'hui parce que Noir et Barre l'effet exactement inverse. Mais Noir, c'est un travail de Noir, Barre et Gérard Collomb. Hein, c'est un travail cumulé. Aujourd'hui, on voit l'effet inverse. Donc je pense quand même que Gérard Collomb, dans l'histoire, elle laissera une trace, alors que Michel Mercier, il va laisser un bâtiment. C'est pas tout à fait la même chose.
Non, mais- Romain? Oui, non mais c'est-à-dire que moi je me dis, Gérard Collomb, je pense que ce qui aurait été bien, c'est qu'il arrive à faire sauter Fourvière. Je pense que c'était ça le truc, c'est ça qui ne va pas à Lyon, si on regarde. Ça ne va pas du tout. Et ça n'a pas marché. Je pense qu'il a essayé, qu'il a cru, enfin bon, ça n'a jamais marché, c'était pas facile à faire. Je pense qu'une ville, vous voyez, moi ça me frappe comme une ville, c'est quand vous figez les choses dans l'architecture, pour s'en sortir, c'était extraordinairement Vous compliqué. parlez de Fourvière ou de Perrache? Bah, les deux. Perrache, alors Perrache, c'est peut-être moins net, mais avoir une autoroute en pleine ville, c'était quand même, quand on a 2 mandats et demi, c'était quand même, ça paraît faisable, mais il n'a pas réussi du tout. Donc là, c'est vraiment un échec énorme, je pense, de ces 2 mandats et demi. Je croyais que vous parliez de la cathédrale de basilique, Fourvière. je comprenais Non, Gérard pas. Collomb a jamais La commune essayé. fait On déclasser parlait du l'autoroute, tunnel donc et c'est- du centre de Oui, Perrache. mais D'accord. déclasser l'autoroute, ça n'a rien réglé, à part le fait Non, mais que... c'est un début de règlement, effectivement. Non, mais je suis d'accord, mais les gars, il a été élu en 2001, il est parti quoi en 2020, bon, après, il n'a pas été là tout le temps, c'était impossible de régler ce problème-là. Donc, à mon avis, c'est un échec énorme. Michel Mercier, il a été ministre de la Justice. Il restera comme celui qui a, effectivement, au dernier moment, échoué devant le Conseil constitutionnel parce qu'on a sorti ces histoires de famille et d'emploi plus ou moins fictifs de ses enfants. Donc ça, c'est terrible parce qu'après, on aurait pu dire, c'est lui la métropole quand même. La métropole, c'est Michel Mercier. Et personne ne s'en souviendra et ça ne sera jamais mis à son crédit. Et Jean-Michel Aulas, je crois qu'il... Voilà, il a tellement ruiné le département qu'il a été obligé de le vendre à pour faire la métropole. Oui, mais d'une certaine façon, la métropole, si les gens considèrent que c'est bien, je considère que c'est une énorme erreur, mais si les gens considèrent que la métropole est bien, eh ben c'est quand même grâce à Michel Mercier d'une manière ou d'une autre. Et bon, je considère que c'est une erreur. Moi. Et pour le, oui, avec moi, évidemment, Jean-Michel Aulas, j'ai adoré Twitter, quoi. Sa façon d'essayer de faire de la politique à travers Twitter, c'était absolument incroyable. Pour le reste, le foot, j'y connais absolument rien, donc je ne saurais pas dire si les 7 titres c'était grâce à lui ou s'il marquait jamais aucun but, il était en défense. Je saurais pas le dire ça. Farid, pour conclure, du coup, c'est la fin de ces 3 grands personnages. On rentre enfin dans les années 2020? Clairement, ils ont quand même marqué leur époque. Et quand on marque son époque, on va se retrouver avec des noms. Bientôt, on aura un stade Aulas. On aura une impasse Collomb. On aura sans doute le nom d'une prison pour Michel Mercier. Donc, Aulas, c'était un grand homme d'affaires. C'est le Bernard Tapie quand même de Lyon. C'est-à-dire Bernard Tapie parlait, bougeait les bras. Aulas, il a tout fait ça en loose day, tout en souterrain. On n'a rien vu venir. 7 titres de champion de France. Il a failli gagner la Coupe d'Europe. Il n'y est pas arrivé. Il a monté le Groupama Stadium qui est magnifique, qui est plein de restos, un nouveau lieu de vie pour Lyon. Rien à dire. Ça s'est bien passé. Eh ben, à suivre. Il est arrivé avec les féminines et puis il a même créé le meilleur club Voilà. féminin au J'ai monde. oublié féminine. Autant pour moi. Il a pour moi, créé le football féminin en France. C'est vraiment, il l'a monté, c'est super important. Je regarde des matchs de femmes maintenant qui courent. J'aurais jamais pu penser ça. Non, vraiment, il a un beau travail de Jean-Michel Aulas. Passons à notre deuxième sujet qui concerne l'évacuation des camionnettes de prostituées qui étaient installées depuis 3 ans derrière le stade de Gerland. Alors on en avait déjà parlé sur ce plateau, hein, les écologistes n'étaient pas pour cette dispersion qui ne pourrait que déplacer le problème. C'est pour cela qu'ils avaient installé une palissade brise-vue pour les enfants qui s'entraînaient juste à côté sur la plaine des Jeux. Alors après l'évacuation de la semaine dernière, Grégory Doucet a demandé à la Fourrière de rendre gratuitement les camionnettes aux travailleuses du sexe. Pas question toutefois de leur fournir un terrain puisque cela serait considéré comme du proxénétisme. En prenant le contre-pied total des années Collomb et des arrêtés anti-camionnettes, un jeu de « on vous soutient mais on ne peut rien faire », les Verts jouent-ils à un jeu dangereux? Damien. Je crois que l'évacuation des prostituées, elle s'imposait à cause de la Coupe du Monde de rugby et du fait qu'il y a une équipe qui vient de s'installer là, les All Blacks, Les All Blacks, en à l'occurrence. Gerland. Donc, effectivement, leur fournir un terrain officiel alors que ce sont des camionnettes, donc par définition, c'est mobile, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer. J'ai du mal à comprendre qu'elles aient attendu que la Fourrière vienne leur enlever leurs camionnettes. Financer le retrait des camionnettes des prostituées, moi, ça me scandalise. Ça me scandalise quand je vois que quand Emmanuel Macron est venu la semaine dernière, il y a des gens qui, chez eux, sur leur parking privé, se sont fait enlever leur voiture et qui sont obligés d'aller payer pour récupérer leur véhicule parce qu'ils s'estimaient chez eux et qu'ils n'avaient pas été forcément informés dans les temps, etc., etc. Pour moi, il y a un vrai décalage. Est-ce que l'argent public de la collectivité, est-ce que mes impôts doivent aller payer ce genre de choses? La réponse est clairement non. J'ai rien contre les prostituées. Je pense qu'effectivement, elles devraient ne pas forcément être là à ce moment-là, etc., qu'elles aillent ailleurs peut-être. J'ai du mal à comprendre que la métropole finance ce genre de choses avec mes impôts. Moi, ça me gêne. Il y a autre chose à faire avec notre argent. Farid? C'est une forme de proxénétisme. Proxénétisme. Ouais. Et c'est quoi? C'est un financement. Je ne sais pas ce qu'elle fait, là, cette métropole. C'est la ville de Lyon. La ville de Lyon, les écolos, etc.
Ils aident les gens qui bloquent les autoroutes, ils payent la fourrière aux prostituées, etc. Ça fait des années que les parents se plaignent qu'il y ait des prostituées à Gerland alors que leurs gamins ils s'entraînent au foot. Là, il faut attendre la Coupe du Monde pour qu'on déplace le problème. Et là, le problème est en train de se déplacer parce que moi, j'habite Vénissieux, à côté, c'est Saint-Fond. Et les fourgonnettes, elles sont ici aujourd'hui. Et le problème, il est en train de se déplacer, tout simplement. Mais il n'y a pas eu de solution, il n'y a pas de vraie action à part financer une chose encore illégale. Mais est-ce qu'il existe vraiment une solution au final? Puisque Damien en parle régulièrement, la réouverture des maisons closes, mais ça ne revient pas à Grégory Doucet de le décider, et ça n'a pas l'air d'être à l'agenda d'Emmanuel Macron. Non, mais Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? évidemment que ça ne relève pas d'une compétence d'une collectivité locale. Mais ce qui relève de la compétence de nos politiques, c'est de faire remonter l'info au national et de demander de trouver une solution. La seule solution aujourd'hui, c'est d'encadrer la prostitution. Encadrer la prostitution, c'est pas laisser des gens dans la rue, des mineurs roumaines, des camionnettes à Gerland, c'est d'encadrer la prostitution. C'est très imparfait, le système des bordels. Mais ça a le mérite au moins d'avoir un cadre. Donc c'est pour ça que je reviens toujours dessus, parce que je pense que c'est la seule solution aujourd'hui pour protéger les prostituées, hein, que les choses soient très claires. C'est la meilleure protection qu'on peut leur offrir. Donc, effectivement, après, il faut voir avec quel modèle. Évidemment, ce n'est pas Grégory Doucet qui va régler le problème de la prostitution en France. En revanche, que Grégory Doucet aille à l'encontre d'une décision préfectorale de faire enlever ses véhicules et en plus mettre la main à la poche, je trouve ça scandaleux. Et si ça avait été des maisons, ce n'est pas la même chose, ce sont des véhicules mobiles. Donc, il suffit de les déplacer quelquefois 300 mètres pour résoudre le problème. Donc, les prostituées auraient dû enlever leur Ça ne bouge pas non plus. Hein. Pardon ? Les mobile homes, ça ne bouge pas non plus. Je parlais de maison, je ne parlais pas de mobile home. Hein. Et là, en l'occurrence, elles auraient pu se déplacer. Je ne comprends absolument pas pourquoi, elles n'ont pas bougé au moment de se faire enlever leur véhicule, et deux, pourquoi la ville de Lyon va payer les PV. Ça me dépasse. Et j'imagine qu'il y a plein de Lyonnais qui se disent « c'est mon argent, qu'est-ce qu'on fait avec mon argent ?» Romain? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Les travailleuses du sexe, je pense que les déplacer, parce qu'il y a des All Blacks, mais on dirait que quoi, c'est des jeunes vierges effarouchées, les All Blacks. Ils pèsent 180 kilos, ils sont des adultes majeurs, et ils vont voir 3 camionnettes, ils vont s'effondrer. Et un peu plus que 3 camionnettes. Hein. Oui. Non, Et puis mais c'est une histoire d'image internationale. C'est pas les All Blacks, c'est surtout toutes les spectateurs, télévisions du monde entier qui vont se pointer pour voir les All Blacks, Voilà, avec un mur de camions de prostituées derrière. Non, mais il n'y avait pas un mur. Elles il y a- sont tout près d'ici, là. Ah, bon, D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je viens plus fréquente ici, pas trop le c'est lieu. qu'il n'y a plus de travailleuses du Ouais, sexe. il y avait une cinquantaine de Une camionnettes cinquantaine, au bas ok, mot. d'accord. Ouais. Ouais, ça fait Il y en avait. c'est costaud quand même. Hein. Oui, mais je veux dire, le monde peut supporter 2-3 images en admettant que le téléspectateur australien qui s'intéresserait aux All Blacks voit en fond d'image, en bord d'écran, une camionnette blanche. Le gars va pas s'effondrer en larmes et découvrir l'horreur du travail du sexe. Ces travailleuses du sexe, elles étaient installées là, elles avaient des clients réguliers, sûrs. On les déplace, elles vont se retrouver dans des conditions encore beaucoup plus difficiles avec des gens qui vont leur demander d'avoir des passes moins bien payées, avec des risques sanitaires, parce qu'elles se retrouvent sans clients, sans leurs habitués, et on va donc les précariser, alors qu'elles ont déjà une situation quand même difficile. C'est pas très marrant d'être travailleuse du sexe. Donc je trouve ça incroyable que la préfecture bouge ses camionnettes, parce qu'il y a 3-4 footballeurs ou... rugbymen là, qui débarquent. Et évidemment, donc, je suis très très favorable à ce qu'a fait Grégory Doucet, en plus ne les pénalisant pas financièrement. Et Raphaël, qu'est-ce que Grégory Doucet peut faire désormais? Non, mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'on peut le résoudre. Effectivement, l'idée d'un harcèlement permanent des prostituées pour les se déplacer, finalement, c'était une manière de mettre de la pommade aux habitants et dire en gros, bah voilà, on va tourner, ce ne sera pas toujours les mêmes quartiers qui subiront les camionnettes, mais dans le constat, ça a poussé les prostituées vers plus de précarité et encore plus dans les mains de leurs proxénètes. Donc on essaye de faire autrement, je suis pas, évidemment pas défavorable. Après, ce qui m'interroge quand même dans le fait de financer la reprise des voitures à la fourrière, c'est au final on va financer qui? Est-ce que vraiment on finance des prostituées ou est-ce qu'on finance des proxénètes? Parce que faut pas non plus se voiler la face. Il y a eu un procès récemment qui concernait un proxénète qui avait plusieurs dizaines de prostituées, de camionnettes dans l'agglomération lyonnaise. On a vu un système quand même extrêmement bien organisé qui part du Nigeria, qui s'appuie sur les rituels africains pour asseoir la dette et s'assurer qu'elle sera payée, donc vraiment des logiques de soumission. Donc on est face à des trafiquants internationaux
sans vergogne. Moi, qu'on aide la prostituée, qu'on fasse tout pour lui permettre d'être indépendante, j'y suis évidemment favorable. Mais si à la fin on a indemnisé un proxénète, ça me posera un problème quand même. Les camionnettes, elles sont comme ça, elles sont plus aux normes aujourd'hui. Il n'y a pas la ZFE. Ah oui, je suis pas sûr qu'elle soit pas du critère. tout. Les voitures, elles ont du mal à rouler et il y a un maire écologique qui les ressort et qui les remet dans la rue. Je sais pas, ils devraient les passer en électrique tant qu'à faire. Mais je sais pas, c'est avec nos impôts, donc c'est freelance. Ça doit être cher quand même. Ouais, ça doit être cher, ouais, mais parti comme ça. Ça se fait pour les 2 chevaux de les transformer en électrique. Mais les camionnettes estafettes, là, je sais pas. Bon, terminons avec Laurent Wauquiez qui est enfin sorti du silence. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est confié au Point cette semaine. Il est revenu sur sa stratégie de ne pas commenter l'épisode de la réforme des retraites. Mais surtout, il a dévoilé une esquisse de sa vision pour la France en vue de la présidentielle 2027. Il a tenu un discours de droite très décomplexé, parlant de délitement de la France, de déconstruction, d'humiliation du pays. Laurent Wauquiez dit avoir la solution, redonner les pleins pouvoirs aux décideurs politiques, en finir avec ce qu'il appelle l'État bureaucratique, mettre fin aux autorités indépendantes comme l'ANSES pour la santé, le nouveau CSA, l'ARCOM, la CNIL. Alors, les éditorialistes sont en ébullition, c'est du Zemmour, c'est du Trump. Est-ce que c'est le bon axe pour faire campagne, selon vous, autour de la table, Farid? En politique, il faut se trouver un ennemi, automatiquement. Donc lui, il a décidé de s'attaquer à l'ARCOM, en fait, des noms qui ne disent rien à aucun Français. Là, il a perdu les élections pour moi. Avant même d'avoir commencé. Avant même d'avoir commencé. Le mec, il s'est inventé un combat que personne ne comprend. Le RN, on comprend. Ils n'aiment pas les Arabes et les immigrés. Il y a un travail qui va être fait dessus. Reconquête. Ils n'aiment pas l'Europe. Ils n'aiment pas l'État. Il y a un travail qui peut être fait. Ils n'aiment pas les immigrés non Ils plus. aiment pas Oui, beaucoup. Ils aiment pas beaucoup. Ouais, mais c'est un travail en commun. Oui. Wauquiez, Oui. il n'aime pas l'ARCOM, l'UNISCOM, l'OFCOM. Il est foutu, le mec. Il est parti sur un truc qu'aucun Français ne peut comprendre. Quoi qu'il en soit, là, il est arrivé dans le Point parce qu'il n'a rien dit sur les retraites. Il ne s'est pas battu. En fait, c'est un homme, depuis qu'il est rentré en politique, qui refuse l'obstacle. Il veut devenir président sans faire de bruit, sans se faire repérer, sans qu'il n'y ait aucun travail. Un jour, il arrive, il est président. Ça ne marche pas. Déjà, il ne peut pas gagner sans le centre. Et il ne maîtrise même pas le centre au niveau de la région, de la métropole et de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Le centre qu'il y a dans la métropole, il y a des élus reconquête dessus, qui ont supporté Zemmour, qui se retrouvent avec eux dans la majorité, comme Christophe Girard qui est sur Vénissieux et 2-3 autres personnes. Il n'est même pas foutu de faire le ménage chez lui, il veut devenir président de la France. Il faut qu'il fasse autre chose, hein, vraiment. Hein. Damien? Alors je ne partage pas complètement cette analyse. Il y a 2 choses, il y a le fond et il y a la forme. Le fond, on va y venir après, parce que le fond est complètement contestable dans tout ce qu'il a déclaré dans son interview du Point, qui est paru il y a 2 jours. Mais sur la forme, on est exactement dans le déroulé d'une campagne électorale. D'abord, le silence absolu avec la fameuse carte postale, comme faisait Sarkozy, une fois de temps en temps, coucou, je suis là pour rappeler que je suis vivant. La deuxième chose, c'est une première sortie qui est une sortie populiste, il faut dire ce qu'il en est. Avec un contenu où on va taper des gens, on a trouvé des cibles, peu importe les cibles, mais pour dire trop d'administration, l'indépendance des magistrats, tous des gens de gauche, donc forcément ils vont être contre moi, etc. etc. Donc là c'est du populisme. On sait très bien que les gens auront oublié toute une partie de ce discours en quelques temps. Mais il fait quoi? Il réunit ce qu'on appelle la famille en politique. On parle d'abord à ses propres électeurs. Donc quand on aura cherché ce premier noyau dur, après on va élargir avec un discours autre. Une fois qu'il aura fait ça et qu'il aura fait sa notoriété, parce qu'il faut bien analyser une chose, la notoriété de Laurent Wauquiez Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas la notoriété de Laurent Wauquiez en France. Il a besoin d'une notoriété au niveau national. Ça fonctionne hyper bien. Il fait une interview dans Le Point, tous les médias en parlent. Tous les médias en parlent. Et les médias de bien-pensance de gauche sont les premiers à s'en emparer. Résultat des courses, ça sert complètement Laurent Wauquiez, puisque ça réunit sa famille qui va pouvoir dire « Ah, regardez, là, sur Arte, sur machin, les gauchos sont en train de taper encore, de bouffer du Laurent Wauquiez. » Il a réussi son coup parfaitement, c'est très malin. Après, on va passer dans la phase de différenciation, etc. Tout ça, c'est comme en cuisine. On a des aliments, on a une recette. On va mélanger tous les petits trucs et puis à la dernière minute, on va rajouter un peu de sel, on va rallonger, etc. etc. Donc aujourd'hui, il a un plan d'attaque qui est, selon moi, très clair, justement. C'est-à-dire que ça y est, effectivement, il est rentré en campagne électorale. Pour l'instant, je réunis la famille et je vais élargir. D'ailleurs, il a attendu une ou deux petites perches sympathiques pour le centre, entre guillemets, puisqu'il n'a pas tapé Macron. Il est le seul aujourd'hui à ne pas taper Macron. Il a dit tout ce qu'a fait Macron n'est pas mauvais. Donc, d'un côté, il va chercher les gens avec un discours très populiste, très très à droite.
voire très très à gauche, parce qu'il y a aussi des gens très à gauche qui pensent la même chose que ça. Et en même temps, il dit, bon ben Macron, tout ce qu'il a fait est pas nul. Bon, on peut faire quand même beaucoup mieux, et moi je vais faire beaucoup mieux. Donc il y a une vraie stratégie, et je ne pense pas que ça soit le signe d'une perte électorale. Moi, j'ai du mal à croire qu'il fasse la maille. La carte pour la postale, ça présidentielle. marche quand tu es connu. Sarkozy, il l'a fait, il était connu. Mais- Fouquier, personne ne le connaît quand on sort de Ronaldo. Laurent- exagéré. non, il, il a quand même- il est quasiment inconnu. Tu Non, me non, disais, il c'est a combien été- 4%, 5%? Non, il a été quand même il est ministre, inconnu, cet homme. porte-parole du gouvernement, il a été président des Républicains. Il est sorti, les médias diront, par le bas quand il a perdu l'élection européenne et qu'il est sorti. Et ben moi, je dis bravo, c'est le seul politique qui, au moment d'une défaite, dit « Ok, j'en assume pleinement les conséquences ». Et là, les médias, plutôt que de dire « chapeau bas », ils lui ont tiré dessus à boulet rouge. Et je trouve que c'est plutôt honorable de sa part de l'avoir fait. En fait, il en subit les conséquences parce qu'il n'a pas fait comme tout le monde en disant « bon, ben, je reste et puis on fera mieux demain ». Donc ça, c'est plutôt très bien. Et tu dis Au niveau réunir- national, les gens l'ont connu, ils l'ont oublié. Donc Et tu là- dis réunir la famille. Là, j'ai vu avant dans le journal, c'était dans le Parisien aujourd'hui, il y a 80% de moins de personnes qui sont rentrées dans LR là, Mais dernièrement. la famille, Il y a c'est pas une que les chute. adhérents. Ouais, mais c'est- La famille, c'est pas que les adhérents, c'est une ligne de pensée. Ouais, mais le reste de la Donc, famille est parti chez le Front National. Je ne suis pas en train de défendre la ligne Wauquiez. Je suis en train de dire que pour l'instant, les petits coups de boutoir qu'il donne, c'est d'abord pour aller chercher ses fidèles et leur dire coucou, je suis là, revenez autour de moi, on construit quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner? Je suis incapable de dire si ça va fonctionner. Parce que son positionnement politique aujourd'hui, il est très très large, en allant de très à droite au centre dans une partie de son discours. Qu'aujourd'hui, il n'est pas tout seul. Il y a du Zemmour, il y a du Rassemblement national. Ciotti, on ne sait pas trop où il habite. On a demain potentiellement un Édouard Philippe qui peut aussi débarquer. Donc, son espace, il va le réduire au fur et à mesure du positionnement des autres. Donc, aujourd'hui, il ratisse très, très large. Mais il y a des petits appels à sa famille des Républicains pour leur dire, bon, ça y est, je suis en campagne. C'est vrai que c'était fait un peu oublier, mais je pense que c'était une stratégie de se faire oublier aussi. Romain? Oui, cette histoire d'autorité administrative indépendante sur laquelle il tape, là, pour vous, personne ne connaît. Je pense que c'est vrai. Enfin, c'est assez marrant de voir un conseiller d'État qui dit « ras-le-bol du droit », quoi. C'est assez, on se dit « oula ». Mais quand même, on sent, quand vous dites oui, personne ne connaît, ça ne va parler à personne, c'est vrai, dans un sens, les gens ne se réveillent pas le matin en disant le CSA, ça absolument pas. Mais je pense que quand même, il y a quand même quelque chose qui vient du fait qu'ils gouvernent la région et qu'ils voient ce que c'est que l'administration française. Et qui se dit, il y a quand même un problème, il faudrait trouver un moyen pour que ça réagisse plus vite, que ça n'ait pas son propre agenda, tout ça. Lui, son idée, c'est quand même de se dire, et je pense que tous les élus, je pense que Grégory Doucet et Bruno Bernard sont pas loin de se dire, oh là là, quand même, les bâtiments de France, c'est pas normal qu'ils mettent 3 mois à nous rendre un avis négatif sur on veut faire on veut poser une borne pour empêcher les voitures de passer, c'est impossible parce que c'est dans le périmètre bâtiment de France. Ça. Donc je pense que tous les politiques se disent à un moment, il faudrait qu'on puisse avancer un peu plus vite parce que c'est pas possible. Ouais, mais c'est les politiques, c'est pas les électeurs. C'est ça qui me fait peur pour lui. Enfin, je m'en fous qu'il soit élu ou pas, mais Ah bon c'est les politiques entre eux qui ont un sujet de conversation entre eux, mais ça fait pas un vote, ça fait pas un président. Je sais pas. Ce qui est net quand même, c'est que ce qui s'était dit la dernière fois, c'est qu'il n'y avait pas d'espace tant qu'il y avait Macron. Ça, c'était évident, et donc il n'y est pas allé. Bon, on avait vu qu'il avait raison, parce que Pécresse n'avait pas d'espace, donc il n'y est pas allé. Là, il se dit, un héritier de Macron, ça sera peut-être un peu plus facile à prendre que Macron lui-même. Donc il se dit, c'est maintenant. Et effectivement, son discours est quand même beaucoup moins à droite que d'habitude, parce que je pense qu'il se dit par ailleurs, de toute façon, Reconquête et le FN seront toujours plus à droite que moi, j'ai rien à faire sur le cancer de l'assistanat. Donc on voit qu'il reprend l'assistanat, mais il n'y a plus le cancer. Donc on sent qu'il est quand même beaucoup moins à droite. Mais effectivement, il cible une première cible qui est grosso modo l'administration qui empêcherait le politique de s'exprimer. Et ça, est-ce que ça parle aux gens ou pas? Je sais pas, parce que quand même les gens, je pense, sont attachés à des règles administratives, à l'état de droit, au fait qu'il y a quand même de l'administration et que ça protège. Alors, est-ce que ça va marcher? Mais bien sûr, c'est que sa première idée. Après, le type, il va s'enfermer 2 jours dans un supermarché en région parisienne, et donc au contact des vrais gens, sans médias, sans personne, sans conseiller. Donc on ne sait pas ce qu'il va faire dans cet hypermarché. Et il sort et il dit, le CSA, ça va pas. Donc c'est vrai que là, on se dit, est-ce que c'était vraiment la peine d'aller s'enfermer dans un supermarché en région parisienne pendant 2 jours pour sortir un truc contre l'Arcom? Je sais pas. Raphaël? Et c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus surpris finalement dans cette interview, parce qu'on s'y attendait pas sur ses sorties précédentes, c'est comment finalement il se met en héritier amélioré d'Emmanuel Macron et comment il vient draguer les électeurs d'Emmanuel Macron en disant il n'a pas fait honte à la France, c'était pas si mal, mais en gros ça pourrait être assez mieux.
Là, je trouvais que c'était la partie surprenante de son intervention. Sinon, on voit la cohérence entre son discours et sa gestion de la région. Finalement, toute la polémique qu'il y a eu sur le milieu culturel ces derniers mois, on voit en fait qu'elle est aussi au service de sa stratégie. Comme le disait très bien Damien, il s'agit finalement que les cultureux, que les bobos du centre-ville râlent contre la région. Et dans l'imaginaire politique de Laurent Wauquiez, c'est plutôt favorable parce que ça va lui gagner d'autres électeurs. Ce qui est un peu surprenant dans sa stratégie, c'est qu'il n'arrête pas de dire ce sera moi ou Marine Le Pen, ce qui veut dire qu'il faudra un deuxième tour, mais que pour contrer Marine Le Pen, tous les gens qui ne seraient pas convaincus au premier tour par Laurent Wauquiez, il faut qu'ils rallieront quelqu'un qui défend quand même au moins quelques valeurs communes. Et l'état de droit, la culture en fait forcément partie. Mais il a vu pourtant que les gens avaient voté pour Emmanuel Macron alors qu'il ne leur promettait rien de transcendant. Non, mais Ça se passe peut-être là-dessus. Emmanuel Macron incarne quand même pour les Français une forme d'état de droit face à Marine Le Pen. Donc il y a quand même quelque chose qui était plus rassurant que l'aventurisme. Je trouve d'ailleurs quand il attaque Marine Le Pen, c'est assez surprenant ce qu'il dit sur Marine Le Pen. Laurent Wauquiez, il dit elle n'est pas un problème pour les Français. En gros, finalement, elle est sympa, les gens n'ont pas tellement de problème avec lui, mais ce serait une catastrophe au pouvoir, pas pour ses idées, mais pour son incompétence et les réseaux qu'il y aurait autour. Damien, pour finir ? Je crois que ces attaques ne sont pas des attaques de l'état de droit, ce sont des attaques d'organismes qui effectivement représentent le droit, mais qui peuvent, à ses yeux, en abuser. Non, mais quand vous dites pas de Conseil d'État, c'est fini, plus de tribunal administratif. On garde un petit peu le Conseil constitutionnel, mais là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas une juridiction. Mais quand on entend la France insoumise dire qu'il faut tout mettre à plat, c'est le même discours. C'est de dire qu'aujourd'hui, on a un État qui ne fonctionne pas. Quand c'est quelqu'un de droite qui le dit, c'est un dangereux facho. Quand c'est quelqu'un de gauche qui le dit, c'est normal parce que ça s'appelle la démocratie. Mais que Mélenchon dit ça, il est prof de philo. Lui, il est conseiller d'État. Mais justement, et c'est de quoi il parle. Donc ça veut dire que lui, il peut aujourd'hui dénoncer un dysfonctionnement de l'état de droit. Ça ne veut pas dire qu'il est contre l'état de droit. Il trouve qu'il y a des lourdeurs administratives. Et moi, je travaille dans une collectivité, je le vois, ce que c'est que la lourdeur administrative. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure à propos du maire de Lyon qui doit le subir aussi au quotidien. Et quelquefois, on se dit, mais on marche sur la tête pour certaines choses, dans plein de domaines. Les marchés publics, c'est n'importe quoi. On achète tout plus cher alors qu'on est censé normalement acheter moins cher. On a des marchés à la métropole qui aujourd'hui sont diffusés sur les collectivités. Vous achetez votre papier 3 fois le prix de ce que vous achetez en traversant la rue dans une papeterie. Ça, c'est alors que normalement, la rue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des lourdeurs administratives. Et je pense que ce qu'il a voulu dénoncer, c'est ça. Effectivement, on peut lire qu'il dénonce l'état de droit à travers ça. Moi, je pense qu'il veut le remettre à plat. C'est différent. Donc, mais on est toujours dans cette stratégie politique. Je fais du régalien, donc je parle aux gens de droite, mais j'explique quand même qu'il y a certaines choses qui dysfonctionnent et qu'il faut remettre à plat. Pourquoi lui interdire à lui alors que les autres, quand ils veulent tout remettre à plat, on dit c'est absolument génial, ce sont des grands penseurs. Non, je ne pense pas que quand Jean-Luc Mélenchon dit arrêtons avec l'OTAN, tout le monde se dit oh c'est génial, c'est vrai qu'on n'a aucun problème, l'OTAN ça sert vraiment à rien, on a vu d'ailleurs en Russie, ça n'a servi à rien. Non, quand Jean-Luc Mélenchon dit des trucs délirants, on dit aussi que c'est délirant. Là, de la part d'un conseiller d'État qui dit non vraiment, des règles de justice c'est vraiment un problème, c'est quand même surprenant quand même. Il ne dit pas les règles de justice, c'est un problème, il dit qu'il faut les changer. C'est un peu différent quand même. Oui, c'est pas bon signe. Il n'a pas prévu d'aller renverser Macron à l'Élysée avec la tête de Macron au bout d'un pic. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Non, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas de contre-pouvoir. Et ça s'applique d'ailleurs un peu au niveau local. Hein. Ceux qui le contrarient aujourd'hui, c'est la Chambre régionale des comptes qui s'intéresse au salaire de ses associés. C'est la commission d'accès aux documents administratifs qui lui demande de rendre public les dépenses. C'est un certain nombre de ces dépenses, notamment de communication. Dans l'entretien, ce qu'il dit, voilà, il y a trop de contre-pouvoirs, on a fini par ne plus avoir de pouvoir. Alors moi, je ne suis pas le porte-parole de Laurent Wauquiez, que les choses soient très claires. Mais j'arrive quand même à entendre dans son discours ce qu'il veut dire en s'attaquant à ces juridictions, à ces cadres qui sont des poids pour avancer quand on veut aller très loin et très vite. Or, ce qu'il dit dans son interview du Point, ni plus ni moins, c'est ce qu'a fait Macron, c'est pas mal, mais en fait, il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite si on ne veut pas être complètement dégradé. Et pour aller plus vite, il y a un moment, il va falloir faire de la simplification quelque part administrative et supprimer ces gens qui ont pris un pouvoir finalement qu'on leur a laissé prendre. Je crois que c'est ça le fond du discours. Allez, on est arrivé au terme de l'émission. Merci pour vos retours et votre fidélité. L'actualité continue sur Lyon Mag et on se retrouvera dans 2 semaines.